À présent, la rubrique Focus et nous allons dérouler le tapis rouge à Adama Soro, qui est un ingénieur logiciel. Il est aussi développeur IA. Il a commencé à coder avant même l'apparition de ChatGPT. Et oui, et ce génie nous fait savoir que le plus important, c'est les données. Et aussi, il nous fera comprendre comment est-ce que l'IA appliquée à l'agriculture peut booster l'économie burkinabé. Et surtout, vous qui avez peur de l'intelligence artificielle, il va vous rassurer sur cette question. Il dira tout simplement, c'est pas l'IA qui va vous remplacer dans votre travail, mais plutôt la personne qui sait utiliser l'IA qui va vous remplacer. Je vous invite à suivre cette interview qui est bien menée par mon avatar que j'ai nommé Rama. On se retrouve juste après le temps que je marque une petite pause de dégustation thé et je vous laisse accompagner de Rama. Dans mes recherches, Monsieur Soro, j'ai su que vous avez commencé à développer des solutions IA avant même le lancement de ChatGPT que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Comment ça se fait? Notre travail en fait consistait avec un certain nombre de données qu'on avait et puis avoir un peu les bovins un peu dans les Sahel, à travailler en fait, à mettre ces modèles en concurrence pour recueillir en fait une autre donnée qui pourrait être permettre en fait de prédire en fait la qualité si le bovin va résister en fait dans les milieux. Donc c'était un peu c'est ça l'une des sources sur lesquelles on travaille en fait avant l'ère de ChatGPT. D'accord. Alors, vous êtes ingénieur logiciel, data scientist. Comment vous utilisez l'IA dans la vie quotidienne? Dans la vie de tous les jours, moi j'utilise principalement pour trois sources, souvent pour automatiser des tâches qui sont souvent répétitives et très ennuyeuses souvent. En d'autres aussi conditions, en fait, je l'utilise par exemple pour un peu résumer des documents, des choses comme ça, des documents qui seront volumineux, qu'il faut que ça soit épluché pour essayer de comprendre tout. Ça permet également de parler très rapidement. Également dans mon travail, souvent j'utilise l'intelligence artificielle par exemple pour créer des applications. Actuellement, on utilise l'intelligence artificielle pour créer des applications, pour analyser des données, tout ça. Et ça permet également de parler très rapidement. Comme vous savez, en fait, la programmation, d'une certaine manière, est une tâche un peu ardue. C'est souvent vous êtes là avec... c'est comme si vous résolvez souvent des énigmes pour trouver des solutions à un truc. Actuellement, l'IA en fait, aide beaucoup dans ce sens-là, en fait, l'intelligence artificielle pour vraiment vous structurer et puis l'IA essayer de faire vraiment le travail de bas niveau. Donc, c'est un outil quotidien. Donc, si je comprends bien, vous êtes aussi dans cette tendance de vibe coder grâce à IA. Ah oui, exactement. On vibe code souvent. C'est exactement ça. J'imagine, avant, la possibilité de coder grâce à IA pour aller vite. Combien de temps, en tant que développeur, vous preniez pour coder et maintenant avec le vibe coding, combien de temps vous le faites? Je pense que la comparaison n'est on ne peut pas vraiment estimer, mais c'est très disproportionné en fait. Une fonctionnalité peut-être un peu dont le niveau de complexité je dirais moyenne. Si vous allez le coder, ça induit, comme nous on aime le dire, c'est du codage induit, que ça soit un peu dit, chaque ligne, chaque lettre, des choses comme ça. Ça prend souvent des jours. Si des applications entières, ça peut prendre des mois. Si c'est très complexe. Mais actuellement, avec de l'IA, c'est très rapide. C'est très rapide. Des fonctions entières peuvent être développées en une journée. Et les gens peuvent sortir des produits, ce qu'on appelle des MVP, des produits minimum viables en moins d'une semaine. Vraiment, ça permet d'être très rapide. Très, très rapide. Quels sont aujourd'hui les domaines prioritaires où l'IA peut avoir le plus grand impact au Burkina Faso? Moi, je vois d'abord l'éducation. L'IA peut nous aider beaucoup dans l'éducation. Parce que quand vous regardez le milieu rural qui est là, il y a peut-être certaines barrières qui est là, peut-être des barrières linguistiques par exemple. Et qu'en fait, à partir de l'intelligence artificielle, on pourra arriver à franchir toutes ces barrières-là. Vous voyez?
Également, par exemple, si nous prenons le domaine de la santé, par exemple, développer des modèles en fait, qui pourront assister voilà, et peut-être les agents, par exemple, dans les centres sanitaires. Euh, un autre domaine, par exemple, c'est l'agriculture, par exemple. Et, bon, par exemple, il y a une solution au Bénin, par exemple, qui consiste à quoi? Ils ont une solution basée sur l'IA, en fait, qui permet à partir des feuilles, par exemple, des plantes, par exemple, de savoir, par exemple, si les plantes sont malades ou pas. Donc, c'est des solutions qui sont très bien. Je pense qu'ici également, on peut avoir ces choses-là, des solutions dans ce sens, ou même des solutions qui, pour optimiser les rendements, aussi même des numériques, j'en ai vu un peu des initiatives qui sont très très bien, par exemple. Alors, comment concevoir des modèles d'IA adaptés aux réalités locales? Alors, pour concevoir des solutions qui sont adaptées à nos réalités locales, d'abord, en fait, tout part au niveau des données. Voilà. Dans la plupart des cas, moi j'aime le dire, le contexte est dans les données. C'est un peu ça la réalité, le contexte est dans les données. La plupart des solutions qu'on a actuellement, des solutions qui sont conçues peut-être avec des données de tout le monde, voilà, c'est vraiment des données de tout le monde. Quand on pense à GPT, ça n'a pas d'accès à des données américaines, nous, toutes nos données sont dedans passées, en fait c'est les mêmes données que nous avons sur Wikipédia, sur Facebook, tout, qui ont servi en fait à entraîner ces modèles-là. Donc c'est des données qui sont plus ou moins généralistes et aussi ils ont tendance à être peut-être plus par exemple si c'est des HGBT plus américains. Voilà. Donc ils comprennent plus le contexte américain que nous, nos contextes. Parce que ici, l'un de nos plus grands problèmes, c'est même les problèmes de données. Prenons par exemple nos langues, où en fait, on n'a pas aussi des données aussi bien structurées, aussi bien, je dirais quoi, répandues par exemple comme le français ou bien comme l'anglais. Donc tout ça là, en fait, c'est des obstacles que nous, on a pour concevoir par exemple des modèles qui nous comprennent, des modèles qui sont locaux. Lorsque vous créez une solution IA, comment vous gérez les biais pour que ce ne soit pas très présent dans les données? Parce qu'on sait que l'un des gros problèmes en termes d'éthique de l'IA, c'est la question des biais algorithmiques. Bon, les Anglais aiment dire, c'est une sorte de principe, garbage in, garbage out. Oui. En fait, c'est ce qui va sortir là. Ça reflète ce qui est entré. Donc, face à des choses comme ça, c'est vraiment travailler sur la qualité des données. Parce que si vous entraînez votre modèle avec des données et qu'il y a des incohérences, ça va forcément se refléter au niveau du modèle. Vous voyez. Prenons par exemple, mais ça peut être sciemment fait par exemple. Bon, il n'y a pas sciemment fait, mais peut-être. Prenons par exemple le cas de DeepSeek par exemple. Quand DeepSeek est sorti, il y a des gens qui sont mis à faire des tests parce que DeepSeek était sensible pour certaines questions. Quand vous les posez certaines questions qui sont relatives par exemple à la Chine, il ne répond pas. Par exemple, des choses comme ça, peut-être l'IA est entraînée sur des données dans lesquelles il n'y a même pas cette information-là. Donc, c'est des biais, mais c'est des biais voulus peut-être. Voilà, donc c'est un peu des choses comme ça. C'est la qualité des données qui va déterminer en fait la qualité de votre modèle, de votre IA. Tout le monde le dit, hein, les gens ont peur. L'IA, voilà, va remplacer certains métiers. L'IA est venue pour nous remplacer. Alors vous qui êtes développeur de solutions IA susceptibles de remplacer quelqu'un, vous ne vous sentez pas par moment responsable justement, voilà, de ces pertes d'emploi là, voilà, du fait d'une solution que vous avez eu à mettre en place, qui fait le travail de quelqu'un d'autre. Bon. Le mieux, ce n'est pas se sentir peut-être coupable, quoi que ce soit, parce que je pense que peut-être le travail en lui-même est menacé, mais ça ne menace pas quand on prend le système, peut-être dans l'ensemble peut-être des systèmes. Celui qui a perdu son travail, peut-être parce que peut-être il faisait un peu quoi de la rédaction, il va peut-être trouver un autre travail. Le travail que l'IA a remplacé, au travail sera créé peut-être même en balance sur l'IA. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, on parle de prompt engineering. En réalité, ce n'est pas vraiment l'IA qui mène votre travail, mais c'est plutôt en fait la maîtrise, c'est qui maîtrise l'IA qui mène votre travail. Parce qu'il suffit en fait vous-même de maîtriser par exemple l'IA, et puis vous allez voir que vous allez être même plus efficient peut-être dans votre travail.
Si Adama Soro avait les moyens, on lui disait, analyse les problèmes qui existent au Burkina Faso et propose une solution. Adama Soro va proposer une solution IA pour résoudre quel problème qu'il constate au Burkina Faso, voilà, qui freine un peu notre développement. Si de proposer une solution pour résoudre un seul problème au Burkina Faso, ça sera probablement dans l'agriculture. Même nos conditions qu'on voit qui sont probablement qu'on est peut-être un peu défavorables, peut-être qu'on va avoir beaucoup d'ensoleillement, peut-être la pluviométrie de temps en temps, mais je pense que quand on va avoir utilisant peut-être des solutions intelligentes, en fait, on pourra arriver à surmonter tout ça. Si un lycéen nous regarde et rêve de devenir un développeur IA, quel conseil avez-vous à lui donner voilà, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire ici et maintenant pour pouvoir réaliser ce rêve? Un lycéen, bon, d'abord, c'est pas parce qu'il y a un chemin qui est classique, mais je trouve qu'il y a un autre chemin qui n'est pas classique, même s'il n'est pas trop valorisé ici. Il y a des chemins de la passion. Voilà. Je connais un élément, un ami, fait médecine, mais qui est très très posé en intelligence artificielle, qui développe des solutions que peut-être même quelqu'un qui a du master, peut-être dans des domaines classiques, ne pourra pas faire. Mais ce n'est pas, il ne l'a pas fait par formation académique. C'est très important pour ces lycéens-là d'avoir de connaître les études, mais à temps parallèle qui se consacrent vraiment à étudier un peu les sujets qui l'intéressent, comme l'IA. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent actuellement sur YouTube de A à Z comment créer des modèles, des agents IA. Il y a des livres qui sont pleins qu'il peut écrire. C'est pas que tellement de continuer tellement qu'il n'aura pas vraiment de limites à apprendre s'il a la volonté. Même si il ne suit pas les chemins classiques. Cependant, peut-être pour la validation, voilà, il pourra avoir besoin de chemins classiques. Mais vraiment pour la compétence, je pense qu'il pourra lui-même apprendre. Voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment en compagnie de ma jumelle numérique Rama qui était avec Adama Soro, ingénieur logiciel. Moi, je retiens tout simplement ce qu'il a dit. Surtout, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Apprenez tout simplement à l'utiliser pour être des hommes et des femmes augmentés dans votre vie quotidienne. Car, comme il a dit, et je le répète car c'est très important, c'est pas l'intelligence artificielle qui va forcément vous remplacer, mais la personne qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Alors, appropriez-vous cette technologie pour être cette personne-là qui va être irremplaçable.